Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cercle Aristote. Exceptionnellement aujourd'hui, et nous vous remercions François Asselineau, nous sommes en coproduction avec les équipes du PRTV. Vous nous recevez chez vous, dans le studio de l'Union populaire républicaine. Et cette coproduction indique bien que cet entretien aura un caractère un petit peu exceptionnel, en dehors de ce que nous avons l'habitude de faire, puisque l'idée de cette discussion, c'est d'aborder vos expériences passées au sein du corps diplomatique français, dans votre expérience politique passée, et donc de donner un caractère plus personnel à cet entretien et non pas de faire de la politique politicienne et de réagir simplement à l'actualité. Aussi, c'est de découvrir François Asselineau que je vous propose de faire, cher public. Et avant de débuter l'entretien et de voir avec vous un petit peu toutes les anecdotes, toutes les histoires que vous avez qui ont constitué votre parcours diplomatique, vous avez voyagé dans plus de 90 pays dans le monde, donc vous allez avoir de nombreuses choses à nous raconter. Je vais déjà présenter l'intervenant qui est avec nous, qui est Pierre-Yves Rougeron, qui va m'aider à poser des questions et à réagir aux anecdotes de François Asselineau et puis les compléter également à partir de ses connaissances. Pierre-Yves Rougeron, qui est donc président fondateur du Cercle Aristote, qui est président fondateur des éditions Perspectives Libres également, entre autres activités. Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous faire quelques mots de présentation sur le Cercle Aristote et sur ta personne ? Moi, avant tout, je suis un militant de l'indépendance de la France depuis une quinzaine d'années et j'essaye d'aider la jeune génération en la faisant publier, en la faisant travailler, en illustrant ses domaines de recherche à travers une activité que on appellerait en mauvais anglais de think tank, donc mais le terme société de pensée est désuet en France maintenant, et à travers des séminaires, des publications, une revue trimestrielle, et plusieurs activités d'édition. Très bien. Le Cercle Aristote, tu as créé donc le Cercle Aristote. Quelle est la mission du Cercle Aristote ? Avant tout, d'aider d'aider à ce qu'on appellerait du renouvellement de cadre, c'est-à-dire de faire comprendre à une part de la jeune génération qui croit encore à l'avenir de la France qu'elle doit s'illustrer universitairement, intellectuellement, et de pouvoir l'y aider, car avant tout, l'isolement intellectuel bouffe une partie de la génération nationale, c'est très net, et de les faire travailler ensemble et d'essayer de les faire reconnaître. Je vous donne un exemple précis. Nous avons un jeune géopolitologue hors du commun sur les questions africaines qui s'appelle Clément Nguyen. Nous l'avons fait publier aux éditions Bernard, nous avons aidé à sa publication aux éditions Bernard Jovacangeli, par exemple, il y a de cela 2 ans, sur la rivalité sino-américaine en Afrique subsaharienne. Donc, d'illustrer de jeunes chercheurs qui ont l'illustration actuelle du génie français, d'essayer de les pousser médiatiquement, de les pousser éditorialement, et d'essayer à ce qu'ils trouvent leur place et dans la société et dans la cause nationale. Merci Pierre-Yves. Pour ceux qui verront cette vidéo sur la chaîne du Cercle Aristote, comme c'est une coproduction, la vidéo sera codiffusée sur la chaîne du Cercle Aristote et sur la chaîne du PRTV. Effectivement, vous connaissez déjà Pierre-Yves Rougeron. Vous savez également que vous avez la possibilité de rencontrer les équipes du Cercle Aristote à Paris, bien sûr, mais également sur l'ensemble de la France, puisqu'il y a de nombreux clubs et cercles partenaires. Et puis, vous me connaissez moi-même en tant que président du Club du Mercredi à Nancy, où je vous invite à venir me rencontrer. Donc nous sommes aujourd'hui en présence de François Asselineau. Je ne vais pas vous présenter, nous sommes sur l'antenne du PRTV, donc les gens vous connaissent. Néanmoins, il y a quelques points de votre vie que les gens connaissent moins. On oublie quelquefois que vous avez un parcours diplomatique important et que vous avez, je vous le disais tout à l'heure, voyagé dans plus de 90 pays différents, et notamment dans le cadre de diverses missions que vous avez exercées. Par exemple, vous avez été volontaire dans le cadre de votre service national actif au Japon au début des années 80. Vous avez été chef de bureau Asie-Océanie au ministère des Finances entre 91 et 93. Vous avez travaillé avec Gérard Longuet, avec Hervé de Charette, dans le cadre du conseil, votre activité de conseil pour les affaires internationales. Dans les cabinets des 2 ministres, voilà, oui. Dans les cabinets des ministres. Et puis donc, ça vous a donné l'occasion d'aller dans un petit peu plus de 90 pays, à la fois dans le cadre de ces activités-là, à la fois dans un cadre plus personnel, et enfin, dans le cadre de la présidence de l'Union populaire républicaine, puisque vous êtes allé notamment au Japon. Donc, l'idée de cet entretien, c'est de vous permettre de nous raconter un petit peu la façon dont vous avez été reçu partout dans le monde et à l'aide de ces histoires, de ces anecdotes,
de nous éclairer un petit peu sur la personnalité et la composition de chacun des peuples du monde, ce qui les différencie les uns les autres en quelque sorte, et puis de prendre simplement une voie diplomatique et de montrer que voilà, un chef d'État, c'est aussi quelqu'un qui parcourt le monde et qui connaît les peuples. Je vous propose de commencer, si vous voulez bien, sauf si vous voulez ajouter quelques mots sur ma présentation. Non, c'est parfait. J'ajouterai simplement que je pense que dans le courant de cet entretien à Fleuve, je serai amené à dire des choses sur des missions que j'ai pu faire avant d'être en cabinet ministériel, ou après, et aussi à titre personnel. Plus généralement, c'est pas seulement diplomatique, c'est un peu l'expérience de l'étranger, des peuples et des civilisations étrangères qui l'importe. Et puis peut-être ça permettra aussi à tous les gens qui me connaissent de découvrir une partie de ma personnalité qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Très bien, je vous propose de commencer directement par le volet asiatique. Je le disais dans ma présentation, vous avez fait un service national au Japon. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots du Japon? Vous y avez vécu au début des années 80. On sait que vous appréciez beaucoup ce pays, vous y êtes allé à de multiples occasions. Quelles sont les particularités du peuple japonais? Alors le Japon, j'y suis allé, pas mal de fois. J'ai dû y aller au total 6 ou 7 fois dans ma vie. Et notamment, la partie principale, c'est quand j'ai fait mon service national à l'époque que les garçons devaient faire un service militaire. Mais vers les années 80, il y avait de moins en moins de services militaires, de plus en plus de gens qui se faisaient exempter. Moi, je ne voulais pas me faire exempter, mais j'avais obtenu, parce que j'avais eu un très bon classement à HEC, de faire mon service national dans les services commerciaux de l'ambassade de France à Tokyo, ce qui était à la fois au service de l'État et c'était une expérience professionnelle. J'y ai passé 1 an et demi. C'était en fait pendant la fin des années 80 jusqu'au début de l'année 80, fin de l'année 80 jusqu'au début de l'année 82. Et puis j'ai eu l'occasion d'y retourner à plusieurs reprises, et notamment avec Jacques Chirac lorsque j'étais au cabinet d'Hervé de Charette aux Affaires étrangères, et d'y retourner encore il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, lorsque je suis allé en Nouvelle-Calédonie pour soutenir le refus de l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. J'avais fait un stop au Japon. Alors le Japon, c'est difficile de parler d'un pays en quelques minutes. Je dirais que il y avait un auteur, un des principaux auteurs du 19e siècle qui a parlé du Japon, c'est Lafcadio Hearn, qui était d'origine écossaise et grecque, le mélange des deux, qui est, je crois, le premier occidental à avoir obtenu la nationalité japonaise. Il s'était marié avec une japonaise et qui a fait des quantités d'écrits sur le Japon en parlant un petit peu du monde à l'envers, en faisant remarquer qu'au Japon, tout était différent de l'Occident. On écrit de haut en bas et de droite à gauche. On tient les parapluies par la pointe et non pas par on s'habille en blanc pour les desserts. Enfin, il avait fait toute une série de choses comme ça qui étaient assez amusantes. C'était un peu exagéré, mais c'était pour montrer à quel point c'est vraiment un Extrême-Orient très différent. Pour ce qui me concerne, j'ai été toujours attiré par le Japon depuis que je suis petit. C'est comme ça. Quand j'avais 7 ans ou 8 ans, il y avait une amie de mes parents qui m'avait offert à l'époque, c'était des petits 45 tours. Et c'était l'histoire d'un petit garçon français à qui on offrait un poisson rouge. Et puis, par le poisson rouge, c'était magique, qui se retrouvait au Japon. Alors, je ne sais pas si c'est depuis cette époque où j'avais 7 ans que j'ai suivi cette histoire. J'ai toujours été attiré par ce pays où j'ai appris quand même énormément de choses. Et par paradoxe, je dirais que c'est peut-être mon séjour au Japon au sortir d'HEC. Donc j'avais 24 ans. C'est peut-être ce séjour-là qui m'a rendu très, très amoureux de mon propre pays. Non pas que je n'ai pas aimé le Japon, au contraire. Mais c'est un peu comme dans Candide de Voltaire. C'est quand on a parcouru le monde, on revient, on a envie de cultiver son jardin. Je me suis retrouvé dans des situations, j'étais dans les services commerciaux, je travaillais pour le compte de l'État, on recevait des importateurs japonais, et un jour, il y a un importateur japonais qui vient et qui me demande où est Roquefort. Je ne savais pas où c'était Roquefort. Une autre fois, quelqu'un qui me demandait s'il y avait des affiches d'abbayes cisterciennes de Provence, avec mon Majour notamment, et il me dit où c'est, et j'ai dit je crois que c'est dans le sud de la France, en Provence, mais où c'est, parce qu'ils sont toujours très précis, et je ne savais pas. Et donc je me suis rendu compte que en fait je connaissais pas suffisamment bien mon propre pays. Donc je suis revenu du Japon. Alors en plus c'était une époque où il n'y avait pas Internet.
Il n'y avait pas les téléphones portables. Quand on était avec le statut de militaire, on n'avait pas le droit de sortir du pays. On n'avait pas le droit de téléphoner à l'étranger. Le téléphone coûtait très très cher. Je me rappelle, mon père m'a appelé, il était 4 ou 5 heures du matin, heure de Tokyo, pour m'annoncer le 10 mai 81 l'élection de Mitterrand à 20h. Moi, avec le décalage horaire, j'étais là le lendemain. C'était lunaire, il m'a réveillé. Et puis je suis allé au bureau et le lendemain et le surlendemain, j'ai pu découvrir au Japon que l'élection de François Mitterrand occupait la page 13 du Asahi Shimbun, un truc comme ça. Ce qui remet en perspective les choses, si vous voulez. C'est d'un seul coup, on s'aperçoit, parce que quand les gens vivent en France, moi, ce qui me fascine et ce qui m'inquiète et ce qui me terrorise même, c'est que nos dirigeants politiques, on a l'impression, et beaucoup de gens qui ont pignon sur rue, parlent de la France comme si la France était seule au monde. Non, la France, c'est un pays qui, en superficie, n'est pas si grand que ça, 550 000 km² sans compter l'outre-mer. C'est un pays qui a 67-68 millions d'habitants. Donc c'est un pays comparé aux mastodontes de la Chine ou de l'Inde qui font chacune 1,4 milliard. Et donc c'est un pays qui, vu de l'étranger, si vous voulez, en Corée, ou à Taïwan, en Chine, en Indonésie, en Argentine, on parle pas de la France tout le temps, quoi. On en parle peu. Et donc je me suis rendu compte d'un truc au Japon, c'est que je ne connaissais pas suffisamment mon pays. 2, la France avait pourtant une image extraordinaire au Japon. Elle la conserve, mais ça s'est quand même dégradé. Mais je vous assure, au début des années 80, alors moi j'étais en plus de ça, alors j'avais 30 kilos de moins, j'avais des cheveux, etc. Donc pour les Japonais, j'étais un peu l'archétype du Français, comme ça, un peu dans tous les magasins de Ginza, dans tous les grands magasins, dans toutes les chaînes du Japon, on essayait de vendre des produits avec des marques françaises. Ils utilisaient au maximum les photos d'Alain Delon, de Catherine Deneuve, etc. Il était question de la France tout le temps. Et donc, je me disais, mais ce prestige incroyable, ces importateurs qui me demandent l'abbaye de Montmajour, l'abbaye de Montmirail, le Roquefort, où est-ce que c'est? Et je me suis dit, finalement, mais pourquoi? Et pourquoi qu'est-ce que c'est qu'être français? Voilà, je me suis vraiment posé ce genre de questions que je m'étais jamais vraiment posé auparavant, quoi. Et j'ai découvert, en fait, que, effectivement, la France était très, très appréciée, très admirée, mais que, les événements politiques intérieurs en France, tout le monde s'en fichait. Et l'élection de Mitterrand, qui, pour beaucoup de Français, ça a été passage de la nuit à la lumière, comme avait dit Jack Lang, ou pour beaucoup, c'était le jugement dernier. Non, vu de l'autre bout du monde, les gens, c'était business as usual. Ils ne savaient pas du tout de quoi ils retournaient. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Une autre chose, un souvenir de mon séjour au Japon, mais je m'aperçois que je parle plus de la France que du Japon au passage, c'est que dans le cadre de l'ambassade de France, il y avait déjà à l'époque des réunions forcées avec des partenaires européens. On était en 1981, donc on était encore, il y avait 10 pays. La Grèce venait d'entrer dans l'Union, dans ce qui n'était pas l'Union européenne, c'était d'ailleurs la CE, c'était le marché commun. L'Union européenne, ça a été créé avec le traité de Maastricht, avec 1992. Mais même déjà à cette époque, les ambassadeurs ou les conseillers commerciaux étaient priés d'avoir des réunions d'Européens. Et évidemment, ça faisait, excusez-moi, je vais dire un gros mot, ça faisait chier tout le monde, parce que ça n'avait pas de sens. Là, lorsque vous étiez dans des services commerciaux, vous étiez là pour défendre l'industrie française, des productions françaises. Vous n'étiez pas là pour défendre l'industrie allemande ou les fromages néerlandais. C'était justement au contraire, c'était les concurrents. Et donc, il y avait quelque chose de très artificiel. Et moi, pendant les 1 an et demi que j'ai passé sur place, j'ai appris à parler un petit peu la langue japonaise, à me pénétrer bien de la mentalité, de la culture. J'ai vraiment énormément voyagé à travers ce pays qui est un des pays qui m'est resté dans le cœur, Kokoro kara, comme on dit en japonais. J'avais des amis japonais, mais j'avais pas spécialement d'amis danois, si vous voulez, ou portugais, ou autrichiens. Je suis allé au Portugal, je suis allé au Danemark, je suis allé en Autriche à d'autres moments. Il y a quelque chose, j'ai mesuré le côté très artificiel de tout ça. Et c'est en revenant du Japon que j'ai décidé de présenter le concours de l'ENA. Et à l'époque, mon ambition était d'un jour de revenir au Japon comme ambassadeur de France. C'était ça c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai préparé l'ENA. Sinon, pour le Japon, j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter. J'ai eu l'avantage au cours de cette carrière de à la fois commencer en bas de l'échelle et à circuler au Japon, à être
dans des milieux les plus populaires, dans des petites auberges, des trucs comme ça. Et à la fin, quand j'étais chez Hervé de Charette, on a fait une visite d'État au Japon. On a été reçus par les plus hautes autorités japonaises, qui elles-mêmes sont venues d'ailleurs en France, avec l'empereur du Japon, qui à l'époque était l'empereur Akihito, excusez-moi, à l'époque, du temps de Chirac, c'était l'empereur Akihito, mais quand je faisais mon service national, c'était encore Hirohito, qu'on appelle Showa. Vous savez que les empereurs changent de nom après leur mort, ils prennent le nom de l'ère pendant laquelle ils ont régné. C'est comme les pharaons, hein, ils changent de nom après la mort. Et donc là, actuellement, c'était l'ère Heisei du temps de Akihito. Là, l'empereur vient de changer. C'est Naruhito qui a succédé à son père, parce que pour la première fois depuis... je crois qu'il faut remonter à l'époque de Nara ou de Kyoto pour qu'un empereur démissionne. L'empereur a abdiqué, il est toujours en vie, mais c'est son fils Naruhito qui a pris le pouvoir. Donc ils ont changé le nom de l'ère. Reiwa, vous savez qu'il y a une ère, le calendrier japonais est spécifique, c'est encore une des particularités extraordinaires de ce pays. Il a son propre calendrier. Hein, donc on doit être maintenant... Naruhito a dû succéder à son père il y a 3 ans, peut-être quelque chose, on doit être dans l'ère Reiwa 3 ou quelque chose comme ça. Et j'ai pu voir de près l'empereur du Japon, etc. Donc, je dis, ça, c'est un des charmes, je pense, de cette vie des diplomates, quand c'est bien fait, ou de la vie politique de façon générale. En tout cas, de la vie que j'ai voulu mener, que je continue à mener, c'est de pouvoir aller, j'allais dire, depuis la vie des gens tout à fait en bas de la société jusqu'à un empereur qui, je vous rappelle, est quand même le descendant de la déesse Amaterasu Mikami, c'est-à-dire la déesse du soleil. C'est quand même pas tous les jours que vous dînez, comme je l'ai fait à l'Élysée, que vous dînez avec le descendant direct du soleil. Et justement, que pensaient les élites japonaises quand vous étiez sur place, quand vous êtes rendu au gré de vos expériences sur place? Que pensaient les élites japonaises du non-sens de vos réunions à propos avec les partenaires européens, de la construction européenne qui était en ça, place? ils n'étaient pas au courant. Hein. Là, c'est ce que je vous dis à Tokyo, ce que j'ai vu, c'était un truc entre Européens. D'accord. Alors, ça n'empêche pas que les Japonais, par ailleurs, peuvent avoir leur point de vue sur la construction européenne. J'en parlerai tout à l'heure, si vous voulez bien. On pourra peut-être parler de la Chine. De la Chine, bien parce sûr. que la Chine, là, j'ai des exemples tout à fait, une anecdote extraordinaire à raconter. Mais au Japon, il faut voir qu'on est en Extrême-Orient. Et en Extrême-Orient, il y a quand même, de façon générale, le souci de la face, qu'on appelle en chinois mianzi, c'est la face. Je regardais, c'est très amusant, mais je regardais il y a ces jours-ci, il vous a peut-être pas échappé que le président de la République française s'est fait gifler dans la rue par un passant. Je me suis amusé à regarder un petit peu les retombées dans le monde. C'est un désastre. Dans le monde entier, vous avez la vidéo, la photo où Emmanuel Macron se fait gifler. Alors vous allez sur les journaux pakistanais, évidemment, ils s'en donnent à cœur joie, indiens, etc., au Globo du Brésil, les journaux d'Ivelt, bon. Mais je suis allé sur le Chenmin Jibao, c'était le quotidien du peuple. Non. Pourtant, les Chinois auraient de quoi... voilà, ils savent très bien que Macron est quand même un adversaire, qui passe son temps à dire du mal. Et symboliquement, pour eux, c'est impardonnable. Voilà, mais les Chinois, ça c'est important à comprendre, même avec un adversaire, ils veulent pas l'humilier, ils vont pas lui faire perdre la face. J'ai noté, alors j'ai regardé ça avant-hier, j'ai pas regardé ça aujourd'hui, donc je ne sais pas. Aujourd'hui, on est le 10 juin, donc je n'ai pas regardé aujourd'hui. Il y a peut-être eu un délai de latence, mais j'ai vu qu'il y a d'autres pays au monde qui ont été pour l'instant très discrets, notamment la Russie aussi. Je n'ai pas vu. Au Japon, je suis allé sur le Asahi Shimbun, je crois, ou Mainichi. J'ai vu qu'il y avait un beau portrait de Macron et puis un tout petit. Mais tout petit, il y avait les 2 petites photos, on le voyait, mais à peine. Donc, on n'est pas dans les mêmes civilisations. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et malheureusement, les dirigeants français, quand ils vont sur place, je raconterai peut-être sur la Chine, ils commettent des impairs énormes parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'on parle à des gens qui sont des êtres humains comme vous et moi, mais qui ont une vision du monde totalement différente. À ce sujet, Pierre-Yves, tu veux ajouter quelques mots sur la façon dont l'affaire peut être traitée et finalement la différence de civilisation? Moi, à chaque fois que... Bon, parce que moi, j'ai une passion enfantine pour le Japon. Par
par exemple, il y a une personnalité qui, pour moi, illustre la grande relation franco-japonaise, c'est le traducteur de Malraux au Japon, Tadao Takemoto, qui est un homme exceptionnel que j'ai eu l'insigne honneur d'interviewer, un homme hors du commun, qui fait traduire les poèmes de l'actuelle impératrice, vu qu'elle écrit de la poésie japonaise, il les fait traduire en français. Il a traduit Malraux, il a toujours dit que le Japon était le regret de Malraux, parce que Malraux n'avait pas pu avoir les aventures qu'il aurait voulu avoir avec ce pays. Il a écrit un ouvrage sur le Bushido, très récent, qui est un ouvrage assez magnifique, qui fait le parallèle entre le Bushido et la chevalerie française, qui d'ailleurs était une idée très présente, non chez Malraux, mais chez le général de Gaulle. C'est Malraux qui s'en ouvrira aux Japonais sur la passion que selon lui, de Gaulle aurait entretenu sur ce dialogue, ce que Tadao Takemoto appelle le dialogue racine contre racine. Et quand on voit, disons, comment ce dialogue que beaucoup d'intellectuels japonais ont voulu avoir avec la France, il ne faut jamais oublier que lors de l'avant-dernière leçon impériale, parce que quand l'empereur va pour monter sur le trône, on demande généralement à un homme de lettres de lui donner ce qu'on appelle la leçon impériale, c'est une sorte de dialogue sur la vision du monde. Et on le sait peu, mais Kawabata avait demandé que ce soit pour la première fois un étranger, ça a été Malraux qui l'avait donné il y a plus de 50 ans de ça. Or, le Japon est... Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que quand on voit des œuvres comme celle d'Augustin Berck, le fils du grand gaulliste Jacques Berck ou d'autres, le Japon est un miroir pour les intellectuels français, ça a été pour Claudel, ça a été pour d'autres. Beaucoup de gens se sont révélés à eux-mêmes, beaucoup de Français, et c'est là où pour moi il y a quelque chose d'unique dans le rapport, et d'un côté vous l'illustrez d'ailleurs. Beaucoup de gens se sont révélés à eux-mêmes à travers le Japon. Le Japon exerce un aspect miroir dans une part de l'âme française. Pour aller dans le sens de Pierre-Yves, vous savez que De Gaulle, normalement, devait être nommé en conseiller militaire au Japon. D'accord. À la fin des années 30. Hein. S'il n'y avait pas eu la guerre, il devait partir au Japon. Ça veut donc dire qu'il était effectivement attiré par le Japon. Et on se plaît à... Enfin, on se plaît. C'est drôle d'imaginer, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, ce que serait devenu De Gaulle. Donc il serait parti au Japon, et je pense que ce séjour l'aurait profondément changé. Moi, je sais que je n'ai pas été le même après avoir passé 1 an et demi au Japon et avant. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur des tas de choses. J'ai vu le monde dans un autre jour. Déjà faire l'effort, qui est un réel effort, d'apprendre une langue comme le japonais et d'essayer d'apprendre à lire et écrire, ce qui est extraordinairement difficile. Je n'y suis pas parvenu d'ailleurs, mais j'avais quand même... Pour lire un journal japonais, il faut connaître 1850 caractères. Sachant que des lettrés peuvent connaître 20 000, 30 000 caractères. La langue japonaise, enfin l'écriture japonaise, alors je précise la langue japonaise pour ceux qui ne le sauraient pas, n'a aucun rapport avec la langue chinoise, c'est pas du tout la même structure de langue, c'est pas le même rameau linguistique, sauf que les Japonais ont importé de Chine les caractères chinois, qu'ils ont appelé les caractères, l'écriture Han, ce qu'on dit en japonais les kanji, les ji c'est l'écriture, kan c'est Han, les Han c'est la dynastie qui a régné moins 300 plus 300 en Chine avant et après Jésus-Christ, avec le principal empereur Qin Shi Huangdi, celui des soldats enterrés à Xi'an. C'est ce Qin Shi Huangdi qui a donné son nom à la Chine. Le nom Qin a donné son nom dans toutes les langues occidentales, China, Chine, etc. Les Japonais ont importé ces caractères, mais ils ont également créé des caractères spécifiques pour convenir aux déclinaisons de la langue de l'écriture japonaise. Donc c'est très compliqué. Et moi, au bout d'1 an et demi, je le connaissais, j'arrivais à lire et écrire à peu près 350 caractères, donc je n'étais pas capable de lire un journal, il aurait fallu en connaître 1850. Mais faire cet effort, c'est extrêmement important pour comprendre ce que sont ces peuples d'Extrême-Orient. Les Chinois, les Japonais, les Taïwanais, vous savez que les Chinois utilisent des caractères un peu simplifiés. Ça, c'est l'idéologie socialiste de la République populaire de Chine. Donc, on essaie de simplifier quelques caractères. Comme en français, on essaie de simplifier certaines formules françaises. Mais à Taïwan, ils ont gardé l'écriture chinoise la plus traditionnelle qui soit. Dans tous ces pays, actuellement, alors que c'est vraiment l'écriture la plus difficile à mémoriser.
Je dis souvent que, mettons 1850 caractères. Un caractère, ça va de 1, le chiffre 1, c'est un trait, c'est facile. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 20. Vous mettez une moyenne de 12 tracés pour faire un caractère. Il faut bien comprendre que pour savoir écrire ces caractères, il faut les faire dans un sens particulier. Vous ne pouvez pas l'inventer. Sinon, c'est moche. Il y a toute une esthétique qui est derrière. Et non seulement c'est moche, mais les gens ne vont même pas comprendre, ne vont même pas arriver à déchiffrer le caractère. Donc vous êtes obligé d'apprendre pour un caractère dans quel sens il faut faire les traits. Vous multipliez à peu près 12 tracés séquentiels en moyenne par 1850. Vous arrivez à quelque chose comme à peu près 20 000 tracés séquentiels à mémoriser pour pouvoir lire un journal. Je rappelle qu'en France, il y a 26 caractères, 26 lettres dans l'alphabet. Pour écrire un petit A quand on est à l'école, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 tracés séquentiels. On vous écrit qu'il faut faire comme ça, le B comme ça, vous ajoutez les majuscules. Allez, on va dire 3 fois 26, 75. Allez, mettons, et qu'il faut peut-être apprendre 150 tracés séquentiels. Pour apprendre à lire en France, il faut apprendre 120, 130, 150 tracés séquentiels. Au Japon, en Chine, à Taïwan, bien davantage encore, 20 000. Donc ça veut dire, c'est très très important à comprendre. Ça veut dire que les Français, les peuples d'Occident, normalement devraient avoir un taux d'alphabétisation de 100%. C'est assez facile. Or, on a actuellement, sortant de notre système scolaire en France, on a un taux d'alphabétisation qui se dégrade. Alors qu'actuellement, les taux d'alphabétisation à Taïwan, c'est 99, et quelques. Au Japon, c'est pareil. En Chine, on doit être à 95 ou 96%, parce qu'il y a encore des zones reculées. Donc ça, c'est un point très important. C'est un point très important dans la formation de l'esprit. Parce que quand vous êtes un jeune Japonais, une petite Chinoise, une jeune Taïwanaise, vous commencez à écrire, vous commencez à vous apprendre à écrire vers 3-4 ans, ça se termine vers 14-15 ans. Vous mettez 10 ans. Et vous allez vouer une admiration, un respect et aussi la nécessité d'imiter ce que le professeur, ce qu'on va appeler le sensei en japonais, vous apprend. Tout ça va influer sur la mentalité de civilisations entières. Par exemple, il est de bon ton en Occident de brocarder les Japonais, les Chinois, qui sont des imitateurs, etc. Oui, mais il faut voir que nous, en Occident, on nous apprend que imiter la copie, c'est mal. En Extrême-Orient, c'est bien. Et ça, vous n'avez pas changé ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très impressionnantes et qui montrent aussi la naïveté des Occidentaux. Lorsque on vend des Airbus à la Chine, par exemple, moi j'ai été bien placé je vous raconterai cette anecdote peut-être tout à l'heure, il va de soi pour les Chinois qu'ils vont imiter le truc. Laissons-leur 10 ans, 15 ans, ça y est, c'est arrivé. Maintenant, vous allez voir, progressivement, les productions aéronautiques chinoises vont dépasser Boeing et Airbus, ça c'est certain. Ils ont des coûts inférieurs, ils sont extrêmement intelligents. Parce que quelqu'un qui pendant 10 ans apprend à cette écriture qui force à la minutie, à la précision extraordinaire de l'esprit, ça fait actuellement, il y a des millions d'ingénieurs qui sortent des universités chinoises tous les ans. Tous les ans, vous avez des millions, je crois que c'est un truc du style 10 millions d'ingénieurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport aux Américains. On est face à un bouleversement planétaire sur cette histoire. Alors la Chine, oui, j'y suis allé un grand nombre de fois, mais ça, je suis intarissable sur la Chine. Il y a eu un jour, ça a été peut-être la fois lorsque j'étais en cabinet ministériel, la fois où j'ai eu un rôle, honnêtement, dont je suis le plus fier, parce que...